Bonjour à tous. Donc, on va démarrer tranquillement. Ça fera peut-être venir d'éventuels retardataires. Et puis sinon, c'est pas grave. On va pouvoir échanger déjà entre nous. Donc, bienvenue à ce webinaire. Comme je disais, qui est un petit peu particulier dans sa forme, peut-être par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. Ça va peut-être plus ressembler à une réunion pour le coup, puisqu'on va vous mobiliser via des sondages, des petites prises de parole pour échanger ensemble et essayer de trouver des pistes pour répondre à la question comment aller vers plus de démocratie alimentaire autour de l'agriculture biologique sur le Massif central. Donc ce webinaire n'échappe pas aux règles courantes pour autant. Donc il va être enregistré. Enfin, l'enregistrement a démarré, donc on espère que ça ne vous dérange pas. N'hésitez pas à le signaler si jamais. Voilà, ça va être enregistré pour pouvoir mettre ensuite l'enregistrement sur les sites de Nature et Progrès Auvergne et du Pôle Bio Massif Central. Donc, comme vous le savez, ça s'inscrit dans le cadre de la foire pollen qui est organisée tous les 2 ans par Nature et Progrès Auvergne et qui propose à chaque fois des conférences ouvertes à tout public, etc. Et donc là, le climat de l'année a contraint Nature et Progrès à annuler la foire en physique et à se réorienter vers une version en distanciel via des émissions de radio ou des webinaires. Pour autant, on souhaite pouvoir fournir les ressources et les échanges à toute personne qui souhaiterait y avoir accès par ailleurs ou après coup. Donc voilà, c'est pour ça qu'on enregistre les échanges d'aujourd'hui. Donc comme dans tout webinaire, on va vous demander de garder vos caméras fermées, donc c'est surtout pour préserver les bandes passantes des uns et des autres, de garder vos micros fermés pour l'instant pour qu'il n'y ait pas trop de cacophonie. Étant donné qu'on n'est pas très nombreux pour l'instant, on pourra peut-être faire des prises de parole maîtrisées, on va dire, pour que ça reste audible pour tout le monde. Et du coup, pour ce faire, n'hésitez pas à lever la main. Donc, vous voyez en haut de votre menu Teams, du bandeau Teams, vous avez un petit smiley qui lève la main. Et donc, si vous cliquez dessus, vous avez une petite main en dessous et ça vous permet de lever la main. Donc, si vous souhaitez prendre la parole ou signaler quelque chose, n'hésitez pas à le faire et on vous donnera la parole à ce moment-là. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ce webinaire entre dans le cadre du programme de conférence de la Foire Pollen 2021, organisé par Nature et Progrès Auvergne. Et donc, je vais laisser la parole à Valentine pour vous présenter un petit peu plus cette structure et leur démarche. Bon, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à ce webinaire. Alors voilà, moi je m'appelle Valentine Stourbe, je travaille en alternance chez Nature et Progrès Auvergne et c'est notamment moi qui me suis occupée de cette fameuse foire pollen. Donc en fait, traditionnellement, Nature et Progrès Auvergne organise la foire pollen à Blanza, donc qui regroupe sur un week-end 150 exposants, des conférences, des animations. Il y a un bal traditionnel, mais voilà, comme Aurélie l'a dit, avec le contexte, ça a été un peu compliqué, on a dû l'annuler. Mais on a quand même tenu à ne pas faire une année blanche et c'est pourquoi, avec tous nos partenaires qui d'habitude sont là sur la foire, comme le pôle bio, on a décidé d'organiser ces conférences. Donc, pour vous parler un petit peu de Nature et Progrès Auvergne, donc c'est une association qui fait partie de la Fédération Nature et Progrès, qui, depuis 1964, en fait, réunit producteurs, transformateurs et consommateurs, recherchant et mettant en œuvre un modèle alternatif et résilient à l'agro-industrie, donc celui d'une agriculture biologique et paysanne. Donc tous les produits Nature et Progrès sont garantis par un SPG, un système participatif de garantie, qui implique des producteurs et des consommateurs. Et notre projet de société contribue à alimenter les débats sur les finalités de progrès techniques et scientifiques pour l'amélioration collective des pratiques, le partage des savoirs et savoir-faire dans le domaine agricole et agroalimentaire. Donc je vais vous laisser maintenant du coup avec les filles pour ce webinaire qu'elles vont nous présenter un peu plus en détail. Merci. Parfait, merci à toi Valentine. Alors du coup, vous avez dû remarquer qu'on ne s'est pas vraiment présenté, mais on y vient, on va faire un tour de table tous ensemble. Donc moi je suis Aurélie Beleil, je suis désolée, je suis masquée parce qu'avec ma collègue on est toutes les deux dans la même pièce, donc on applique les règles qu'on nous a bien demandé d'appliquer.
Donc voilà, Aurélie Bellay, je suis chargée de mission pour le pôle Bio Massif Central et donc je vais co-animer ce webinaire avec ma collègue Amélie, à qui je vais maintenant laisser la parole. Bonsoir à tous et merci du coup d'être présent à ce webinaire. Donc du coup, je m'occupe de la communication et des fonds privés au niveau du pôle bio. Donc c'est une association qui est reconnue d'intérêt général et qui œuvre pour le développement d'une agriculture biologique plus durable, respectueuse des hommes et de l'environnement du Massif central, via des actions de concertation avec notamment la mise en œuvre de projets de recherche pour répondre à des problématiques techniques aux agriculteurs. Et donc, du coup, on va un peu vous parler du Massif central, puisqu'on agit à l'échelle du Massif central. Donc, le Massif central, c'est 4 régions. Donc, on a la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme par exemple le Puy-de-Dôme. On a la Bourgogne-Franche-Comté, avec le Morvan qui est concerné par le Massif central. La région Nouvelle-Aquitaine, où vous trouverez la Corrèze, le Limousin. Et la région Occitanie, avec l'Aveyron et la Lozère, par exemple. Et donc, du coup, on va vous inviter à vous présenter. Ouais. Et donc, on aimerait mieux vous connaître. Et donc, du coup, comme on n'est pas nombreux, on va vous laisser la possibilité de vous exprimer. Donc, vous pouvez enlever vos micros. On va essayer de s'organiser du coup différemment. Ouais, on va vous donner la parole peut-être à tour de rôle. Donc, on va commencer dans l'ordre de la liste qu'on a, nous, sur nos participants Teams. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Louis Monnier, qu'on connaît un petit peu au pôle bio. Jean-Louis, si tu veux bien ouvrir ton micro, s'il fonctionne. Voilà. Oui, bonjour, vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Très bien. Donc oui, effectivement, donc, vous me connaissez un petit peu, je suis l'ancien président du pôle Bio Massif Central. Je suis aussi donc, à Bio 63. Pour l'instant, je suis pas mal impliqué dans la bio. Et là, le débat de ce soir m'a intéressé par rapport à la démocratisation du bio, puisque je suis assez actif, ça je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais sur la création d'un magasin coopératif et participatif sur Clermont-Ferrand qui s'appelle la Coop des Dômes, et sur lequel on essaye de faire justement pas mal de promotions sur les produits bio et locaux, et avec un mode de fonctionnement qui consiste à beaucoup rendre visite aux producteurs, et donc avoir une proximité et un lien assez particulier avec tous les fournisseurs du magasin. Donc voilà, par ailleurs, bon, je suis aussi assez actif à la coopérative auvergnate de l'alimentation de proximité, donc qui est une coopérative de distributeurs qui possèdent des valeurs aussi proches du bio sur donc la région Auvergne. Et actuellement, on est tout jeune, hein, on existe depuis juillet 2020. Donc là aussi, on a pas mal d'actions, mais on s'intéresse justement aux valeurs qui, je pense, vont peut-être être discutées ce soir là, à cette web conférence. Voilà ce que je peux dire. Sinon, bon, je participerai comme vous le souhaitez. Merci. Merci Jean-Louis. Je vais donner la parole maintenant à Martine Bourdier. Si vous avez un micro qui fonctionne, évidemment. Oui, bonjour, oui. Bonjour. Bon, et bien moi je suis membre de la Coop des Dômes aussi, et membre de l'association Alternativa. Et on est en train de mettre en place là avec la métropole des ateliers citoyens des transitions. Vous allez d'ailleurs être sollicité, on vous a listé dans la liste des acteurs possibles. En fait, le but, c'est de mettre en place des tables rondes pour pouvoir faire avancer sur le schéma de transition écologique de Clermont Métropole. Voilà, donc là, je vous écoute, quoi. Je suis toute oui. Ok, ben on réchangera. Voilà, ouais, à l'occasion. On rentrera dans le vif du sujet après le tour de table. Merci. Et enfin, nous avons Philippe Éclair. Oui, bonjour. Bon, moi, je suis en général la foire pollen, c'est pour ça que je suis présent. Après, je ne suis pas directement, comment dire, impliqué, sinon je
J'utilise la Doom, je suis à INAMAP, voilà, mais sinon c'est plus une curiosité et pour apprendre des choses que je suis parmi vous. Ok, bah, très bien. C'est bien que vous soyez là aussi en tant que consommateur. On a aussi besoin de vous et de vos voix, donc c'est très bien. Bah, parfait, on a fait le tour. Comme vous avez vu, on n'est pas très nombreux, mais bon, chacun va avoir des choses à dire à son niveau, que ce soit consommateur ou avec des investissements associatifs ou professionnels plus poussés. Donc voilà, vous avez bien répondu aux deux petites questions qu'on avait. D'où vous venez? Donc j'imagine que vous êtes tous sur le Puy-de-Dôme, d'après ce que j'ai entendu de vos présentations. Et donc vous avez expliqué un peu ce qui vous avait amené ici et quel était votre lien avec l'agriculture biologique dans la vie en général. Et donc, du coup, on va un petit peu plus aller dans les détails sur qu'est-ce qu'est le pôle aussi pour qu'on vous présente le contexte et du coup, qu'est-ce qu'on est un petit peu plus précisément. Du coup, le pôle, il a été créé il y a un petit peu plus de 20 ans. Dans un premier temps, son objectif était de répondre à l'absence de moyens de recherche sur l'agriculture biologique à l'échelle du Massif central. Et donc, du coup, il y a eu forcément des changements en 20 ans. Donc, ce qui a emmené le pôle à réfléchir à avoir de nouveaux défis, notamment autour d'une approche plus de bio local sur le Massif central. Ouais, et donc pour ce faire, on a 4 missions principales qui tournent autour de la concertation, de la diffusion de connaissances, de la recherche de moyens pour développer la bio sur le Massif central. Et la 4e m'échappe. Bon, c'est pas grave. Et là, je voulais en venir, c'est que du coup, nos actions concrètes et historiques sont fortement axées sur le pilotage et la mise en œuvre de projets de recherche-développement. Donc, par exemple, on a eu un projet de 2011 à 2019 sur lequel on travaillait avec nos partenaires. Donc, dans chacun de nos projets, on a 15 à 20 partenaires de recherche, de structures de conseil, de structures plus techniques. Et donc, on a travaillé, par exemple, entre 2011 et 2019 dans le cadre du projet Mélibio sur l'adaptation des systèmes fourragers au changement climatique. Donc, c'est-à-dire qu'on a essayé de trouver des clés pour mettre en place, par exemple, des prairies à fleurs variées qui soient adaptées au contexte et au potentiel de chaque agriculteur. Donc voilà, il y a des mélanges qui existent dans le commerce, mais comment faire en sorte que les agriculteurs puissent avoir des mélanges fourragers, des mélanges de plantes prairiales qui soient adaptés à leur contexte et qui puissent les aider à produire ce dont ils ont besoin, notamment en cas de sécheresse. Un autre exemple de projet qui est toujours en cours, c'est Bioréférence, où là, l'objectif, c'est de produire des références technico-économiques. Donc ce qu'on appelle des références technico-économiques, ce sont des données qu'on va collecter sur les fermes bio, sur leurs performances techniques, combien de litres de lait ils produisent par vache, combien de fourrage ils produisent, par exemple, pour les grandes lignes, et des références économiques, donc ça va être plutôt des chiffres comptables pour voir un peu financièrement comment ils s'en sortent. Et en fait, ces références sont très importantes pour les agriculteurs, mais aussi pour les conseillers agricoles, puisque c'est sur ces chiffres qu'ils s'appuient pour accompagner les fermes en conversion. Donc ça permet ça. Ça permet aussi aux agriculteurs déjà en place de se positionner un peu par rapport à une moyenne locale. Donc voilà, c'est toujours à l'échelle Massif central, donc ça reste un territoire particulier spécifique. Donc voilà, ça va leur permettre de se situer et éventuellement de cibler des points faibles ou des points améliorés sur leurs exploitations. Et dans une optique aussi essayer d'avoir un petit peu des partages, des échanges d'expériences pour lever les freins que peuvent rencontrer les uns et les autres. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur un projet qui nous tient à cœur, qui est Cap Bio Massif Central, donc qui est vraiment en train de se mettre en place. On en est au frémissement. Et l'idée, c'est de créer un réseau qui implique la recherche, les instituts de conseil, l'enseignement aussi, qui a beaucoup apporté, et des collectifs d'agriculteurs pour pouvoir favoriser l'échange de connaissances entre eux. Donc derrière ça et derrière tous nos projets en général, il y a bien la notion de recherche appliquée,
Donc voilà, c'est pas que les instituts de recherche qui réfléchissent dans leur labo à ce qu'il faut faire sur leur ferme. On implique aussi les conseillers agricoles, les formateurs, les lycées agricoles. Donc voilà, c'est derrière ça qu'on met le terme de recherche appliquée, et on bascule aussi petit à petit vers de la recherche participative, où ça nous tient à cœur d'aussi valoriser les savoirs paysans. Donc c'est-à-dire, voilà, les agriculteurs sur leur ferme, ils tentent des trucs, ils essaient des choses, des nouvelles cultures, des nouvelles façons de les conduire, et ça en tant que tel, c'est une richesse de connaissances qu'il faut valoriser et qu'il ne faut pas mettre de côté dans les projets de recherche en général. Enfin, c'est la vision qu'on a, nous, en tout cas. Donc voilà, c'était pour vous présenter un peu plus concrètement ce qu'on faisait. Voilà, on a nos missions, répondre aux défis pour plus de bio local, et donc certains passent par leur choix de consommation, par les installations agricoles, des choses comme ça. Nous, on agit plutôt sur l'aspect recherche pour aider la bio à se développer et surtout à s'adapter. Donc, qu'elle puisse se développer et être pérenne sur le territoire du Massif central, et donc s'adapter aux nouveaux défis. Et justement, en parlant de ces défis, du coup, on va vous présenter les 4 défis qu'on a identifiés. Donc, c'est le défi de rassembler, donc rassembler les acteurs de la fourche à la fourchette. Donc, actuellement, c'est vrai qu'on est très centré sur des acteurs du monde agricole, comme l'a dit Aurélie, dans nos projets, on a beaucoup de ces acteurs. Et là, on voit qu'il faut aussi qu'on implique de plus en plus le consommateur. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui pour parler avec vous et qu'on a décidé de faire ce webinaire. Le deuxième défi, c'est répondre aux enjeux sociétals, parce que la société évolue et on voit que les modes de consommation aussi évoluent, et on a besoin de répondre à ces enjeux sociétals tels que le bien-être animal, où le consommateur, on voit qu'il accorde de plus en plus d'importance. On a du coup le troisième défi qui est de rendre plus accessible à tous l'agriculture bio et notamment les produits bio, c'est-à-dire d'avoir des coûts justes aussi bien pour l'éleveur mais également pour le consommateur. Et c'est aussi s'adapter au changement climatique, qui est aussi un des gros enjeux actuels. Et le projet Mélibio en est un exemple justement d'adaptabilité à ce changement climatique. Et donc du coup, on a décidé de lancer en 2019 l'initiative Biomassif Central, qui est une démarche collective unique en France, qui vise du coup à emmener et à fédérer un peu plus le consommateur et de rapprocher encore plus des acteurs agricoles. Et donc du coup, c'est construire ensemble l'avenir bio du Massif central, et c'est également agir ensemble pour plus de recherche. Dans l'action d'agir ensemble, c'est là qu'on va retrouver un peu notre définition de la démocratie alimentaire, puisque dans l'initiative, après, je vous donne d'abord la parole. Un peu de suspense. Donc du coup, là, vous parlez du coup de faire le lien du coup avec cette définition de la démocratie alimentaire. Et donc avant de vous faire voir notre vision de la démocratie, on aimerait avoir votre vision à vous de qu'est-ce que la démocratie pour vous alimentaire. Donc ça peut être des mots-clés. Et également si vous avez des expériences, que vous avez vues ou entendu des choses. Et donc on va de nouveau vous donner la parole. Ouais, ou peut-être que là on peut passer par le sondage. Comme ça chacun. On va faire on va rester sur le petit jeu qu'on avait prévu, même si on n'est pas très nombreux, mais ça peut peut-être faciliter aussi l'expression de chacun. Donc vous verrez dans le chat de l'outil, je ne sais pas si vous avez accès, en cliquant sur la petite bulle de BD en haut, vous ouvrez un menu de chat sur la droite, et donc dans le dernier message, vous avez un lien qui va vous emmener vers une page web
qui s'appelle Klaxoon et vous arriverez sur un outil de sondage en ligne en fait. Donc ça va vous demander un pseudonyme, donc vous mettez votre nom ou un pseudo au choix, hein, c'est vous qui voyez. Et il y aura 2-3 petites questions sur effectivement votre définition de la démocratie alimentaire, donc en quelques mots-clés, et si vous avez éventuellement des expériences sur lesquelles vous souhaiteriez échanger ou nous faire partager. Donc voilà, on va vous laisser découvrir cet outil et répondre aux questions. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à prendre la parole pour nous le signaler. Et puis voilà, si ça marche pour vous, on va vous laisser 2-3 minutes pour répondre à ces petites questions et puis on discutera ensuite ensemble dessus. Quelqu'un vient de nous rejoindre. Donc bienvenue Anthony. Donc il y a un petit moment de blanc là parce qu'on est en train de faire participer les participants au webinaire à un petit sondage, un petit jeu en ligne. Donc si vous voulez, on peut prendre le temps pendant qu'ils réfléchissent aux questions qu'on leur a posées de nous présenter. Donc je suis Aurélie Beleil et je suis chargée de mission au Pôle Massif Central, qui est une association reconnue d'intérêt général qui œuvre pour le développement de l'agriculture biologique sur le Massif Central via des actions de concertation, de diffusion de connaissances. Et concrètement, ça passe beaucoup par la mise en place et la coordination de projets de recherche-développement qui impliquent en général 15 à 20 partenaires qui sont des instituts de recherche, mais pas seulement. Il y a aussi des partenaires, des structures de conseil, d'enseignement, donc des lycées agricoles, des structures de l'aval aussi. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a aussi des coopératives agricoles qui sont membres du pôle bio. Et donc, je co-anime ce webinaire avec ma collègue Amélie Gidel, qui est chargée de communication et de recherche de fonds privés. Et donc, comme on le disait, c'est un webinaire un peu particulier dans le sens où on fait le pari de pouvoir échanger avec vous ce soir. On n'est pas très nombreux, donc ça facilite aussi un petit peu les choses pour le coup. Donc voilà, c'est pas une conférence magistrale. On vous invite un petit peu à réagir et à nous partager vos idées et vos expériences. Donc voilà, c'est pour ça que là, il y avait un petit moment de réflexion où on a invité les participants à répondre à un petit sondage. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre la parole pour vous présenter, nous dire un peu d'où vous venez, quel est votre lien avec l'agriculture biologique et ce qui vous intéressait dans cette conférence. Moi, je fais des recherches en alimentation durable et préventive. Donc, effectivement, je m'intéresse à l'accessibilité alimentaire au plus grand nombre, mais de qualité, parce que, en fait, on a réussi à nourrir la population mondiale à peu de frais avec une alimentation ultra transformée. Donc, on a fourni des calories de très bon marché à la planète, même s'il reste quand même près de 800 millions de personnes qui sont en déficit alimentaire. On a quand même réussi le pari, mais ça a été fait au détriment de l'environnement. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est comment fournir une alimentation aux plus défavorisés, qui mangent le plus mal, mais de qualité. Parce que c'est souvent ces personnes-là qui mangent le plus mal, qui sont les plus à risque d'obésité et de diabète. Donc, pour moi, la démocratie alimentaire, c'est comment faire pour que les plus défavorisés, les moins éduqués aussi, parce qu'on sait qu'ils mangent moins bien, aient accès à la même alimentation finalement que les plus éduqués ou les plus riches. Voilà. Donc, effectivement, pour moi, c'est ça la démocratie. Ok, très bien, merci. Quand Anthony et Christine nous ont rejoints, donc les premiers participants ont été invités à répondre à un petit sondage en ligne sur l'outil Klaxoon pour nous donner un peu leur vision, justement, comme l'a expliqué Monsieur Fardet, de la démocratie alimentaire en quelques mots, et nous partager des expériences auxquelles ils ont participé ou pour lesquelles ils ont eu connaissance et qu'ils souhaitaient partager aujourd'hui. Donc ça va être beaucoup dans l'échange. Voilà, on n'a pas forcément. Enfin, vous aurez autant à apporter que nous ce soir pour ce webinaire. Donc pour les mots-clés qui, pour vous, définissent la démocratie alimentaire, donc Philippe a indiqué que c'était participer, donner son avis et avoir des choix. Donc vous verrez quand on présentera notre vision à nous que ça se rapproche beaucoup de
voilà, de notre vision à nous. Pas de souci, Jean-Louis, je te donnerai la parole du coup tout à l'heure. C'est du bio accessible qui ne vient pas de l'autre bout du monde et la connaissance de ce qu'il y a vraiment derrière ou dedans. Je ne sais pas, Valentine, si tu veux. Oui, de ce qui est vraiment à l'intérieur des produits qu'on peut consommer, quoi. De D'accord. savoir d'où ça vient, par exemple, quand on a des produits un peu transformés, d'où viennent les aliments, parce que qu'ils soient bio, ce soit une chose, mais de savoir la distance que ça a parcouru, c'est important aussi. Oui, puis vous pouvez consommer du bio ultra transformé qui n'est pas meilleur pour la planète et la santé. Tout à fait. Nous, on a terminé un travail de recherche, on a montré qu'en magasin bio, 50% des produits étiquetés emballés sont ultra transformés. Donc, en fait, on a une dérive, on a une récupération des produits bio qui répondent plutôt à une vision holistique de l'agriculture et qui est récupérée par l'ultra transformation. Donc, c'est pas terrible, quoi. Donc, on va retrouver plein d'aliments avec des sirops de glucose, des isolats de fibres, des isolats de protéines. Donc, ça, c'est des substituts de viande aussi. Ça fait perdre un peu de son sens. Complètement, oui, puisque de toute façon, même si c'est du bio, tous ces ingrédients ajoutés sont issus d'agriculture intensive. Les isolats de protéines, les sirops de glucose. Donc, en fait, il faut du bio, mais pas qu'il ne soit pas ultra transformé, quoi. Et vous travaillez dans quelle structure, si c'est pas indiscret? Je suis à l'INRA et de Clermont. Ouais. J'en doutais un peu, mais bon, voilà, histoire d'être sûr et pas de dire de bêtises. Ouais, donc c'est beaucoup. Normalement, on devrait, dans un magasin bio, il faudrait qu'il y ait 0% d'ultra transformé. Et là, on en a. Si on prend toute l'offre alimentaire, vrac et frais inclus, c'est 27% des aliments. Et si on prend que les étiquetés emballés, c'est 50%. Donc, on retrouve des huiles raffinées, des trucs. Donc, ça dégrade le bio. Alors, il y a peut-être un impact environnemental qui est conservé, mais au niveau de la santé, ce ne sera pas meilleur. Ouais. Donc là, c'est vraiment une dérive. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais il faut vraiment alerter les gens qu'il faut prendre du bio, mais du bio probablement local et non ultra transformé. Oui, surtout que c'est une dérive qui amène aussi à certaines critiques vis-à-vis de la bio et à un peu une décrédibilisation des labels, je dis en pluriel, qu'il peut y avoir derrière et à la confiance du consommateur qu'il peut y avoir aussi envers ce mode d'agriculture. Oui, ça peut être le risque comme conséquence. Et donc, Martine, sur le petit sondage en ligne, nous a aussi parlé d'accessibilité, donc un mot qu'on a abordé aussi tout à l'heure, de prix et de proximité. Donc voilà, on trouve... Cette idée rejoint également ce que nous a dit Christine dans le chat. Elle disait qu'elle faisait attention notamment à la provenance des produits, je pense, que vous achetez. Voilà, ça fait aussi écho. Et à la nature. Donc Jean-Louis. Oui, je voudrais rajouter quelque chose, mais je ne voudrais pas prendre la place de ceux qui lèvent la main là, déjà depuis un moment. Là. C'est bon, c'était pour dire que vous avez terminé de répondre au sondage. On va les baisser. D'accord, ok, non, mais simplement, je voulais juste rajouter que par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vrai que la solution aujourd'hui qui se développe pas mal au niveau des magasins coopératifs et participatifs, justement, là, les magasins de consommateurs, puisqu'on peut appeler ça des magasins de consommateurs, là, ils peuvent prendre eux-mêmes, le consommateur prend le choix de ce qu'il veut acheter dans son propre magasin. Et cette solution-là, je pense qu'il faut qu'elle se développe et on voit que ce type de magasin se développe aussi parce qu'il intègre bien des valeurs sur le local, des valeurs sur le bio et surtout la bonne connaissance de la provenance. Et si l'ensemble des consommateurs qui créent ces magasins souhaitent justement ne pas avoir d'ultra transformé, comme vient de le dire Anthony, là justement, il peut réaliser son souhait en choisissant les références du magasin. Je pense que c'est une des solutions qu'on propose et qui aujourd'hui fonctionne pas trop mal dans toutes les villes, puisqu'on a beaucoup de demandes pour essaimer un peu ce type de magasin. Okay.
Alors du coup, je vais te laisser la parole, Jean-Louis, parce qu'on voulait enchaîner avec une deuxième petite question sur les expériences que vous pourriez partager. Et donc du coup, tu nous as dit en te présentant que tu étais impliqué dans la coopérative, la COP des Dômes, du coup, qui est un magasin coopératif dans Clermont, et dans la coopérative auvergnate de l'alimentation de proximité. Si on reste sur l'exemple du magasin du coup coopératif, qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement comment ça émerge ces initiatives, comment ça prend, est-ce que ça vient du citoyen, Voilà. comment ça émerge tout simplement. D'accord. Je veux bien en dire 2 mots. Bon, je vois que Martine est là, elle fait partie aussi de la COP de Dôme. Bon, si je dévie, elle me corrigera. Merci. En fait, la COP des Dômes a été initiée de par la Doum, hein, donc la monnaie locale, qui a voulu mettre en place ce magasin coopératif. Il en existe dans d'autres villes, hein, les plus anciens sont de Paris. Vous avez comment il s'appelle, la Louve, je crois, c'est ça, oui, c'est ça. Il y en a à Lyon, bon, après, mais c'est depuis beaucoup plus ancien, puisque c'est parti de Brooklyn, il y a dans les années 90, je crois, ce type de magasin. Donc, en fait, c'est simplement les consommateurs qui se réunissent et puis qui décident de gérer eux-mêmes le magasin. C'est-à-dire, dans un premier temps, les références à mettre dans le magasin, trouver un lieu. Il faut adhérer à une association qui s'appelle les Amis de la COP des Dômes pour nous à Clermont-Ferrand. Une fois qu'on a adhéré à l'association, on participe donc à la gestion du magasin, c'est-à-dire on donne 2h30 de notre temps par mois pour venir tenir le magasin, c'est-à-dire la caisse, la mise en rayon, le nettoyage, tout ce qui concerne à la gestion d'un magasin. Ensuite, il y a des groupes de travail au sein de cette association qui gèrent différentes fonctions. C'est-à-dire, par exemple, la gestion du magasin, c'est-à-dire l'agencement, la mise en place des produits. Il y a le groupe de travail approvisionnement qui, lui, visite les producteurs locaux ou décide de quels produits, si les productions ne sont pas locales, décide de quels produits on va mettre en rayon, puisqu'on a des offres de grossistes, etc. Puis tous les produits ne sont pas aussi présents sur l'Auvergne, donc on est obligé de prendre des décisions sur ce qu'on va mettre en rayon. Donc toutes ces décisions sont prises par des critères qui ont été décidés par l'ensemble des adhérents. On va d'ailleurs le remettre en jeu, on va revoir un arbre de décision là, dans le courant de l'année, si on peut le faire, puisqu'il faut le faire en présentiel dans le courant de l'année 2021. Donc, donc cette association possède une charte sur laquelle on essaye de la respecter. On la respecte sur toutes les valeurs des produits qu'on souhaite voir dans le magasin. Alors, il faut dire que le magasin n'est pas 100% bio, puisque la volonté de la COP des Dômes était surtout au départ la mixité sociale. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'accessibilité des produits de qualité aussi aux personnes défavorisées. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est installé dans le quartier des Vernes et on est 103 rue du Rotrib, juste devant le dernier arrêt du tram, donc assez accessible. Et donc voilà ce que je peux dire. Après, on a une coordination. Donc chaque adhérent peut s'investir dans un groupe de travail et participer à la coordination. Donc où là, c'est une douzaine de personnes qui décident des orientations plus stratégiques comme l'embauche. Par exemple, on a 2 salariés, il y a une gestion de ressources humaines qu'on se fait. Tout ça, c'est tout en bénévolat. Et puis la gestion ensuite de tous les impératifs, connaissances et puis les contacts avec les autres associations qui sont dans les mêmes valeurs que partage la COP des Dômes. Et pour terminer, en tant que coordinateur de la COP des Dômes, donc je me suis impliqué dans cette coopérative auvergnate de l'alimentation de proximité qui est en cours de création. Enfin, elle est pratiquement créée, mais on va passer en coopérative au mois d'octobre. Et là, notre fonction, c'est d'aider ou de mutualiser la partie administrative de tous les magasins qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui se créent sur la région Auvergne.
c'est une structure qui existe déjà sur le Rhône-Alpes, qui s'appelle le GRAP, qui existe depuis 2012, et qu'on transfère, nous, en Auvergne, pour épauler tous les magasins qui se mettent en place et qui partagent ces valeurs-là de proximité, de produits bio. Actuellement, il y en a 2 magasins sur lesquels on est en train de les épauler. C'est une pâtisserie qui se trouve en bio, la Nature et Progrès, qui est donc à Chomélix, et puis une épicerie qui est en train de se mettre en place à côté d'Ambert, à La Forêt. Enfin bon, on a beaucoup d'autres magasins sur lesquels on est en contact, où on va donc les faire entrer dans la coopérative. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Si jamais j'ai dit des bêtises, Martine, merci de me corriger. C'est tout bon. Merci beaucoup, Jean-Louis. Du coup, j'avais une question, mais du coup, on va laisser Martine répondre. Pour rebondir sur la notion d'accessibilité des produits bio et des produits de qualité en général. Donc Jean-Louis disait que vous aviez installé la Coop des Dômes, le magasin dans le quartier des Vagnes, pour aussi être plus proche peut-être d'un public qui a moins les moyens ou moins d'accessibilité à ce type de produit. Alors je ne sais pas si Jean-Louis l'a dit, depuis quand existe le magasin, et du coup, est-ce que petit à petit, les habitants du quartier s'emparent de cette démarche, de ces groupes de travail, et s'impliquent au-delà de l'achat dans le magasin? Alors, moi, je suis assez récente à la Coop des Dômes, parce que j'ai adhéré en septembre-octobre. Donc, j'ai pas le recul suffisamment. Mais quand j'y vais, je vois toujours des gens du quartier dans le magasin. Après, je ne sais pas s'il y a des statistiques de fait. Jean-Louis, je te laisse la parole là-dessus. Alors, le magasin existe depuis, on a ouvert le 17 novembre 2018. Et avant, on avait fondé un groupement d'achat qui était situé donc sur une place dont j'ai oublié le nom, mais qui est à Montferrand. Donc, sur à peu près 6 mois avant l'ouverture. Pour ce qui est de la fréquentation des gens du quartier, effectivement, on travaille beaucoup là-dessus pour qu'il y ait de plus en plus de personnes du quartier. On fait des animations, il y a un tiers-lieu, etc. Au départ, on avait à peu près 5% des habitants du quartier qui fréquentaient le magasin. Et on a donc fait ça a dû changer un peu, parce qu'on a dû faire un sondage en septembre, donc 2020. Et là, on avait passé les 15%. Donc, il y avait une augmentation de fréquentation des habitants du quartier significative. Et je pense que, bon, on fait des promotions aussi sur des produits qui intéressent le quartier. On fait des actions sur des produits qui sont très demandés. Donc tout ça, ça permet, on a un bon contact avec le quartier, on a même un projet d'étendre un petit peu le magasin sur un autre lieu qui est juste à côté, à 20 mètres. Donc pour approfondir un petit peu le relationnel avec le quartier. On participe par exemple à la maison de quartier, aux activités. Il y a des jardins partagés, il y a une association pour des ruches là, sur lesquelles on travaille avec eux aussi. Donc il y a pas mal de relations qui se mettent en place avec le quartier. Donc on a une progression qui est escalée, mais elle est plutôt montante. Ok, c'est bien, c'est une bonne initiative. Effectivement, je connaissais pas le magasin. C'est vrai que c'est pas forcément de mon côté que Clermont, enfin de l'autre côté, mais vous êtes les bienvenus. Sachez que vos premières visites, vous pourrez faire vos courses 2 ou 3 fois. Après, évidemment, si on a des prix assez attractifs, puisque évidemment le magasin ne fait pas de bénéfices, il ne cherche pas à faire de marge. Donc on a une petite marge pour faire tourner tout simplement l'électricité, etc., le fonctionnement du magasin. Mais comme on est tous bénévoles, donc les prix sont assez attractifs, et on laisse faire les courses, bien entendu, à tout le monde les premières fois, quoi. Oui, et après l'idée effectivement c'est de pouvoir s'impliquer, partager des valeurs et mettre la main à la pâte. Ok, très bien. Alors dans le petit sondage, il y a Valentine aussi qui a cité comme expérience le biojardin. Donc je vais te laisser présenter, Valentine. Oui, tu es encore là.
Oui, je suis encore là, désolée, j'avais eu un peu de mal à réactiver mon micro. Donc du coup, le Biojardin, c'est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif qui est domiciliée à Gerza. Et donc c'est une entreprise d'insertion professionnelle qui, je crois, emploie une vingtaine de salariés en insertion, donc qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi et qui sont en bio. Et donc en fait, eux, ils font la distribution de plus de 1000 paniers de 1000 paniers de fruits et légumes seulement sur l'agglomération de Clermont, avec avec la majorité des produits qui viennent de leur propre exploitation bio, donc du coup sur Gerza, et ils ont un espèce de système que je connais pas forcément sur le bout des doigts, un peu territorial, pour récupérer d'autres produits, pour varier un peu ce qu'ils mettent dans leurs produits, mais ça reste en fait des produits qui sont certifiés bio, qui viennent de France et de pas forcément trop loin, qui n'ont pas un impact carbone trop élevé. Et voilà, on sait que c'est vraiment des produits de qualité, qui sont bons pour notre santé, etc. Et c'est pour ça que moi j'ai partagé le Biojardin. Ok, super. Donc, le jardin, je connais un petit peu mieux que la COP des Dômes en tant qu'adhérente. Et du coup, ça fait penser aussi aux AMAP qui se développent sur l'ensemble du territoire. Et ça m'amène à une question, Monsieur Fardet, peut-être une réponse là-dessus. Donc là, on parle d'accessibilité des produits bio. Est-ce que vous savez s'il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur s'il y a une meilleure accessibilité, par exemple, en AMAP en circuit court, par rapport aux magasins bio? Il y a beaucoup de magasins bio aussi qui, au-delà de la coopérative, qui se développent, qui ouvrent notamment sur l'agglomération clermontoise. Alors du coup, en termes d'accessibilité, est-ce qu'on sait un peu s'il y a une différence? Enfin, j'imagine qu'il y a une différence, mais dans quelle mesure il y a une différence entre l'accessibilité des produits bio en magasin bio et en circuit court? Ah oui. Non, je ne sais pas. Alors après, il y a sans doute des travaux. Il faudrait voir plutôt les gens qui travaillent en socio-économie de l'alimentation. Le labo Alice de l'INRA de l'Île-de-France, ils doivent savoir ça. Non, je ne sais pas. Après, on peut imaginer. Après, il faudrait voir le prix, quoi. Le prix moyen d'un panier en magasin bio et en circuit court, on va dire à poids égal. Voir si c'est peut-être cet indicateur qui serait intéressant de calculer. Ok, très bien. Non, l'accessibilité, bon après oui, de toute façon c'est toujours l'enjeu, hein, c'est comment faire, parce que je réinsiste, hein, dans les pays occidentaux, c'est les plus pauvres et les plus défavorisés qui sont les plus obèses et diabétiques. On parle de la maladie du pauvre maintenant au lieu de parler de la maladie du vieux. L'enjeu il est là, mais bon, les choses vont bouger progressivement, il faut bien démarrer. Le démarrage est en cours, et puis l'enjeu, c'est de changer d'économie d'échelle. Si vous voulez, aujourd'hui, l'ultra-transformation, c'est l'économie d'échelle qui est dominante, c'est-à-dire des ingrédients bon marché, très peu chers, et qui permettent de produire des calories très bon marché, qui se vendent très bien. Donc, il va falloir inverser l'économie d'échelle, faire que les produits bio, ou même les non bio, non ultra-transformés, déjà, ce serait déjà beaucoup, Ouais. que ces produits soient moins chers. Donc, l'enjeu, ce serait de taxer l'ultra-transformation, ça, c'est évident. Parce qu'il n'y a pas de raison que des aliments qui soient mauvais pour la santé et la planète à long terme. En fait, c'est un très mauvais calcul. C'est-à-dire qu'on croit que c'est pas cher à court terme, mais en fait, il y a des coûts cachés très, très, très chers sur le long terme. Et donc, on fait croire aux plus défavorisés parce que si vous voulez, quand vous êtes défavorisé, la première préoccupation, c'est de mettre des calories dans le corps. Et vous préoccupez pas trop de la qualité de la calorie, plutôt de la quantité. Et c'est pourtant bien la qualité qui va vous rendre malade chronique ou pas, et pas la quantité. Donc, c'est cette qualité des calories qui peut s'exprimer par le bio, par des aliments moins transformés aussi. Et justement, le circuit court est une option très intéressante. Là, on est en train de déposer un projet sur le rôle de la transformation alimentaire dans la santé globale. Parce que justement, pourquoi on ultra-transforme? Parce que ça permet de vendre des aliments sur toute la planète et de leur faire des milliers de kilomètres. Moi, si je veux vendre la truffade auvergnate dans le monde entier à bas coût, je suis obligé de l'ultra-transformer. Donc, si vous voulez, le circuit court est probablement une option très intéressante, ou même le métier d'agriculteur transformateur, c'est-à-dire de fragmenter la transformation, de relocaliser la transformation avec des circuits beaucoup plus courts. Et donc, quand les circuits sont plus courts, on n'a pas besoin de tout ce matraquage de l'aliment pour le faire voyager. Et donc, le minimal processing
peut se développer davantage. Donc, en fait, à la question, faut-il mieux une grande multinationale ou 1000 petites PME ou TPE ou 1000 agriculteurs transformateurs? Il faut évidemment 1000 agriculteurs transformateurs qu'une grande multinationale. Donc, le bio, évidemment, peut s'inscrire là-dedans, évidemment, sans problème. Ok, super, merci. Par contre, j'ai encore une autre conférence. J'avais 3 conférences en même temps à 18h. Oh là là. Je dois vous laisser parce que je dois aller on m'attend à 19h30 à une autre conférence. Ok, bah, pas de Mais souci. Merci beaucoup pour votre participation et le partage de vos recherches. bah, Voilà. c'est avec plaisir. Merci à vous. Merci, À bonne soirée. bientôt. Au plaisir de se revoir. Au revoir. Avec plaisir, au revoir. Donc Au Jean-Louis, revoir. tu lèves la main. Oui, je lève la main. Enfin, c'était un petit peu pour rebondir sur ce que vient de dire Anthony. On avait travaillé justement par rapport, je veux dire, aux aménités que peut apporter une agriculture respectueuse de l'environnement. On avait travaillé là-dessus un petit peu au pôle bio Massif Central. Je pense que ça serait bien de remettre ça un peu à l'ordre du jour. C'est vrai qu'on subventionne des fois des agricultures qui ne sont pas forcément respectueuses de l'environnement et sur laquelle après elle nous coûte cher à dépolluer, etc. Donc c'est un petit peu ce que voulait dire Anthony et je pense que Ouais. l'INRA, ça serait bien qu'ils aient des programmes là-dessus sur ces aménités positives des agricultures plus respectueuses de l'environnement, dont l'agriculture bio, bien sûr. C'était juste pour rebondir là-dessus. Oui, oui, oui. Alors, il y avait eu une étude il y a quelques années coordonnée, enfin, réalisée par l'INRA et l'ITAB. Donc l'ITAB, c'est l'Institut technique de l'agriculture biologique, qui est une structure nationale. Et ils avaient fait effectivement un rapport sur les aménités positives. C'était plus de mémoire un état des lieux et je ne sais pas s'il y a eu vraiment des travaux derrière qui ont permis de mettre ça en valeur après. Donc dans le chat, il y a Philippe aussi qui mentionne la ferme de Sarliève. Donc je ne sais pas, Philippe, si vous voulez prendre la parole pour expliquer un petit peu ce que c'est. Pas spécialement, nous pour le moment on y est allé pour planter des arbres, mais c'est un projet qui est assez nouveau et je plutôt regarder sur le site internet, sinon je ne saurais pas en parler plus que ça. Alors j'en ai lu une ou deux présentations, Amélie aussi, je sais pas si. Donc moi, ce que j'en sais du coup, c'était notamment pour répondre à la question. Donc là, c'est encore un autre point qu'on n'a pas cité pour l'instant, c'est la préservation des terres agricoles, la préservation du foncier agricole. Il me semble que l'enjeu principal de ce projet, c'était ça. Et donc, il y a une grosse centaine d'hectares, peut-être 150 hectares, qui se libéraient du côté du zénith de Cournon d'Auvergne. Et du coup, il y a ce projet qui s'est mis en place pour en faire des terres agricoles. Et du coup, avec un projet assez participatif, il me semble. Mais Amélie, tu peux peut-être compléter. C'est pas uniquement Terre de Liens, mais Terre de Liens est en partie vraiment une grosse partie prenante du projet. Et il y a aussi des groupements producteurs qui prennent part à ce projet comme Ova Bio. Et donc du coup, effectivement, ils demandent aux citoyens de venir bénévolement pour, comme l'a dit Philippe, planter des arbres. Et je crois qu'il y a d'autres actions aussi de prévues. Mais après, j'en sais pas plus. Mais, ouais. Non, après, il faut aller voir sur le lien qu'a mis Philippe. Merci. On verra sur les liens. Mais effectivement, en terre de liens, du coup, c'est une autre manière. Donc, en préservant les terres agricoles et en impliquant les citoyens dans cette préservation d'agricoles. Donc, ils ont un fonds de dotation et ils ont plusieurs outils, mais qui permettent en gros aux citoyens de mettre des fonds pour acheter des terres agricoles qui sont ensuite préservées de l'urbanisation et qui sont mises à disposition d'agriculteurs principalement en bio. Il me semble que c'est une des conditions des projets de terre de liens. Ok, bah super. Donc finalement, on s'en doutait un peu, mais voilà, il y a plein d'expériences à partager dans lesquelles les citoyens peuvent s'impliquer. Et donc nous, de notre côté, on va vous présenter aussi notre définition, donc à notre échelle et dans le cadre de nos actions propres, on va dire. C'est ça. Donc du coup, on a bien vu que les valeurs de proximité,
de rendre accessible la bio, c'est important et on voit qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Et du coup, notre définition de la démocratie, c'est aussi échanger autour de la bio. Donc pour cela, on a mis en place, alors donc ça n'a pas pu se passer en 2020 à cause de la crise Covid, mais on avait mis en place des soirées débats donc, qui vont être reportées du coup fin 2021 et début 2022 sur le territoire du Massif central, donc pour venir à la rencontre des consommateurs et aussi les sensibiliser à l'agriculture bio, à ce qui se passe sur leur territoire, les démarches de démocratie alimentaire qui se font autour de chez eux. C'est aussi du coup proposer vos idées, donc à travers pourquoi pas des enquêtes thématiques qu'on a lancées en ligne. Au début, bien sûr, on aurait préféré avoir des ateliers en présentiel, des ateliers débats pour pouvoir échanger effectivement en présentiel. C'est un peu plus facile, mais on a essayé pour avancer aussi sur cette question de plus de bio local. Du coup, on a décidé de lancer des enquêtes en ligne thématique. Donc Aurélie vous a mis un lien vers le sondage qui dure une dizaine de minutes pour connaître un peu votre vision de la bio à l'horizon 2030. Si vous avez envie de participer à ce sondage, c'est avec plaisir. Et c'est également, du coup, soutenir la recherche. Nous, c'est aussi important que ce soit par le don financier, mais aussi de manière bénévole. C'est un don de temps aussi. C'est pas forcément que du financier, mais c'est important pour nous d'avoir cette notion de soutien de la recherche. Et donc, du coup, on vous pose cette question-là de comment favoriser cette participation du citoyen. Comment est-ce que, en tant que citoyen, on peut se faire un avis comment est-ce que c'est traduit, comment est-ce qu'on le met en œuvre, et ensuite comment est-ce que ça peut être impliqué par des partenaires comme le pôle bio ou alors des chambres ou alors dans des plans État-région. Donc du coup Aurélie, je crois, vous a remis un lien pour aller de nouveau sur un sondage pour avoir votre avis sur comment favoriser du coup la participation du citoyen. Je vous mets le mot de passe théorique si ça vous le demande. Donc pour ceux qui n'étaais pas là pour le premier sondage, donc là il vous suffit de cliquer sur le lien. Normalement ça vous demandera un pseudonyme pour vous connecter. Ouais, faut remettre le diaporama. Et ça vous demandera éventuellement un mot de passe, donc ça dépend des participants. Mais voilà, et du coup vous tomberez sur une plateforme avec des petites questions auxquelles répondre. Donc là c'est des questions ouvertes, donc c'est un peu pour voir aussi, comme je disais en intro, hein, c'est un webinaire de remue-ménage. On essaie d'échanger, de réfléchir ensemble. Du coup, voilà, on vous fait un peu travailler pour nous aider un peu à répondre à ces questions. Donc, on a vu que vous aviez les uns et les autres des expériences diverses et variées, qu'on souhaite de plus en plus, nous aussi de notre côté, favoriser la participation du citoyen, mais c'est pas si évident, ça prend du temps à mettre en place. Et du coup, voilà, comment parvenir à impliquer le citoyen dans ce genre de démarche. Donc nous, on a un peu identifié trois créneaux, mais voilà, pour aller plus loin. Donc on estime d'abord que le citoyen doit être en mesure de se faire un avis avant de s'impliquer dans quelque chose où on aime bien savoir où on va. Ensuite, qu'il puisse donner son avis, donc par quels moyens techniques, par quel réseau, comment il peut faire entendre sa voix. Et le troisième enjeu, on va dire, c'est comment faire en compte que les avis donnés par les citoyens soient bien pris en compte. Donc pour ce qui nous concerne, par exemple, dans nos projets de recherche, qu'on puisse intégrer aussi le besoin du citoyen et pas seulement des agriculteurs, mais aussi au niveau des politiques publiques, par exemple, qui agissent sur l'agriculture bio. Donc voilà, on vous laisse quelques minutes pour répondre. N'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole s'il y a un souci technique. Donc voilà, en gros, les enjeux que nous on a identifiés, enfin les éventuels
levier qu'il faudrait lever, c'est comment le citoyen peut se faire un avis, comment il peut trouver les informations nécessaires à développer son esprit critique, on va dire, sur son investissement ou non pour l'agriculture et l'alimentation de son territoire. Ensuite, comment il peut donner son avis, comment il peut s'exprimer, auprès de qui, par quels moyens. Et enfin, comment on peut faciliter la prise en compte de l'avis du citoyen dans les projets de recherche. Donc voilà, là, c'est peut-être des questions un petit peu plus complexes, mais qu'on se pose, auxquelles on essaie de répondre, et on s'est dit que vous auriez peut-être envie de vous exprimer aussi sur ce point et de partager des bonnes idées. On sait que c'est pas des questions simples, c'est pas les plus simples de la soirée. En plus, elles arrivent un peu en fin de course, mais voilà, ça reste intéressant de voir un peu ce que vous avez à dire là-dessus. Donc, notamment Valentine qui propose des indicateurs. Alors, pour donner son avis, effectivement, avoir des indicateurs sur le produit. Donc, ça, c'est. Comment on appelle ça? Les Nutri-Score, toutes ces choses. Ouais, les Nutri-Score, des choses comme ça qui permettent un peu d'avoir une idée sur aussi bien la qualité du produit que son impact environnemental. Donc ça se développe petit à petit, effectivement, et c'est plutôt une bonne chose. Le site internet aussi avec une cartographie des fermes, c'est vrai que, enfin, du coup, je vous parle en même temps que vous réfléchissez, hein, j'espère que ça vous dérange pas trop. Moi, j'habite à Romagna et donc je suis adhérente. J'ai les paniers du Biojardin et j'adhère à la map de la commune aussi. Et donc pour moi, finalement, l'accès à une agriculture locale, à des produits locaux directs, en circuit court directement auprès du producteur, c'est assez facile. Enfin, je trouve, peut-être parce que je suis aussi sensibilisée à cette question de l'agriculture bio, mais voilà. Et finalement, j'étais assez surprise. J'ai une amie qui habite Nebouza, donc au cœur de la chaîne des Puys, et il y a des choses dans les villages autour de chez elle, mais c'est compliqué finalement pour elle de trouver une AMAP ou un circuit court qui répond un peu à ses attentes en termes de... on revient aussi à l'accessibilité en termes de prix, en termes de praticité. Et voilà, donc finalement, c'est vrai que c'est pas encore si simple que ça en tant que consommateur déjà à ce niveau-là, de s'impliquer auprès des agriculteurs locaux. Ce qui est dommage parce que finalement, là où je voulais en venir, c'est que pour se faire un avis, échanger avec les producteurs qu'on croise à la map au marché, c'est très enrichissant. On apprend, quand on prend le temps de discuter avec eux, ils sont très ouverts à la discussion et prêts à partager un peu leurs pratiques. Donc, notamment, la map organise par exemple des visites sur les fermes qui viennent vendre leurs produits, donc c'est plutôt intéressant. Et ça me fait penser aussi, donc pour revenir un peu à la notion de qualité des produits. Donc on a un pisciculteur à la map de Romagna, donc qui vient nous vendre ses truites une fois par mois, et il était en agriculture bio jusqu'à l'année dernière. Sauf qu'il y a quelque chose qui l'embêtait avec son label bio, c'est que il nourrissait ses poissons avec de la farine de poisson sauvage et dans lequel il y a un taux de métaux lourds assez important. Donc ça l'embêtait un peu d'avoir le label bio, mais de vendre du poisson nourri avec pas mal de métaux lourds. Et du coup, il a fait le choix de sortir du label. Donc il est plus certifié bio, mais ça lui permet de nourrir ses poissons avec de la farine d'insectes. Donc la farine d'insectes n'est pas encore autorisée en bio. J'ai pas creusé pourquoi, hein, donc faudra voir. Il y a sûrement des raisons pour l'instant, peut-être juste réglementaire, mais bon, le fait est que c'est pas encore autorisé. Donc voilà, ce pisciculteur a fait le choix de sortir du label bio pour nourrir ses poissons avec de la farine d'insectes qui est produite en Auvergne et non plus avec de la farine de poisson sauvage qui se retrouve avec des taux de métaux lourds assez élevés. Et donc dans sa démarche, il a été très réglo avec nous consommateurs puisqu'il a pris le temps de nous expliquer son choix et voilà. Et je pense pas qu'il ait perdu beaucoup de consommateurs dans la bataille. Alors après, il attend avec impatience de pouvoir retrouver son label bio le jour où telles farines ou d'autres produits
qui lui conviendront mieux pourront être autorisés en bio. Mais voilà, c'est une expérience aussi d'échange directement avec les producteurs qui permet de savoir un peu ce qu'on a dans nos produits et d'adhérer ou pas en achetant ou pas. Voilà. Je rebondis aussi du coup là sur au niveau de tout ce qui est indicateur produit et niveau cartographie aussi, parce que ça me fait penser à l'outil Parcelle qui a été aussi développé par Terre de Liens, je crois, de Minera aussi. Et en fait, il trace du coup les produits. Alors, je peux même vous mettre le lien, qui est par la FNAB. Terre de Liens et la FNAB. Et en fait, du coup, c'est vraiment où c'est un outil qui calcule d'où vient le produit, par où est-ce qu'il passe. Et donc, du coup, c'est assez intéressant aussi au niveau de voir d'où vient son produit et émissions de CO2, etc. Et donc, du coup, l'outil Parcelle est plutôt bien. Alors, attendez, je vais vous retrouver. Alors, du coup, Valentine rebondit aussi un peu dans la même idée sur effectivement les outils informatiques pour que tous puissent donner leur avis et que ce soit centralisé. Donc là, c'est plutôt prendre leur avis, hein. Enfin, se faire un avis avec l'outil Parcelle, ça donne de l'information, c'est ça? C'est plus pour se faire un avis, ouais. Certains d'entre vous veulent prendre la parole sur... alors avant de... Il y a Philippe qui est aussi à la map de Romagna. On doit se croiser alors. Et qui dit justement que c'est intéressant de pouvoir partager avec les producteurs. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Philippe. Pas spécialement. On a un peu de mal à répondre à tous les sondages. Ouais, désolé. Non, c'est juste pour dire à la map, certainement, on est sur Romagna et donc on en fait partie et c'est vraiment très intéressant de pouvoir échanger avec eux. Il y avait des visites aussi des fermes. Bon, tout de suite avec le Covid, c'est plus compliqué. Mais c'est quelque chose de nouveau pour nous parce qu'avant, on n'avait pas la map et vraiment ce qu'on trouve intéressant, c'est ça, c'est de pouvoir... Il y a vraiment une relation, il y a une écoute, il y a un échange. Voilà, c'était juste pour dire ça. Merci. C'est vrai que ça permet de savoir aussi... Voilà, un autre exemple plus récent à la map, c'est les agriculteurs qui fournissent du pain et des pâtes. Ont eu leur moulin a cassé là il y a quelques semaines et du coup ils ont été obligés de se fournir en farine ailleurs. Ils peuvent plus faire leur propre farine pour les pains. Et du coup, c'est vrai qu'on a... Jean-Louis. Et effectivement, on a remarqué en tant que consommateur que le pain avait changé. Enfin, juste par la qualité de la farine, ils se sont fournis chez un meunier bio, mais qui avait c'est une farine T80, je crois, au lieu d'une 90. Enfin, voilà, ça changeait pas grand-chose. Ils avaient le même process, le même mode de fabrication, mais pas la même farine. Et c'est vrai que le pain avait changé. Et du coup, l'avantage en AMAP au marché, c'est que le consommateur est là, il peut nous expliquer, nous dire comment il essaie de faire en sorte que ça s'améliore et sous quel délai. Et du coup, effectivement, en tant que consommateur, du coup, on est peut-être d'autant plus compréhensif aussi quand le producteur peut nous expliquer ses contraintes et ses aléas. Alors, si Jean-Louis veut prendre la parole, il n'y a pas de souci, tu peux y aller si tu n'es pas au téléphone du coup. Oui, excusez-moi, oui, le téléphone a sonné. Donc là, je voulais rebondir un petit peu sur dans ce qui s'est dit par rapport aux producteurs de truites. Là, donc on connaît bien. Et ça m'a fait penser à un souci qu'on a justement par rapport à l'approvisionnement. C'est vrai que vous êtes, comme vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, vous êtes un peu plus en ville. Donc c'est à peu près, je veux dire, c'est pas trop dur pour aller dans les AMAP ou dans des marchés donc où on trouve des producteurs bio, où on peut discuter avec eux. Ça, c'est bon, parfait. Là, ça marche très bien. Par contre, bon, moi, je suis complètement à la campagne. Et là, c'est un peu plus compliqué. Donc, là où on a un frein, nous, et qu'on essaye qu'on va travailler toute l'année 2021 là, avec la CAP, justement, la coopérative auvergnate de l'alimentation de proximité, c'est cette fameuse logistique.
C'est pour ça que quand vous avez parlé de ce marchand de poissons là, donc qui se trouve, je pense, à Saint-Diry, je crois. Donc lui, son souci, il est là, je pense. Ouais. Et donc, il faut absolument qu'on avance dans cette problématique et arriver à mutualiser une logistique entre les différents fournisseurs donc bio et locaux, puisque beaucoup ne peuvent pas alimenter beaucoup de points de distribution. Et c'est pareil pour les distributeurs qui ne peuvent pas accéder à certains produits parce que bon, c'est compliqué, les producteurs peuvent livrer qu'à une telle heure, qu'un jour par semaine ils sont loin, il faut s'organiser, il faut un camion adapté, il y a beaucoup de freins. Donc, alors, on a mis en place un projet avec la DRAF, donc au niveau de la CAP, pour étudier cette logistique. Donc j'en parle parce que dès que je rencontre un producteur bio du secteur qui a ce souci-là, donc d'acheminer sa production dans des points de vente, que ce soit des... Bon, les AMAP, ils sont présents, donc c'est un petit peu différent, mais je veux dire, il n'y a pas que les AMAP, il y a aussi des distributeurs. Et il faudrait qu'ils se fassent connaître de façon à ce qu'on puisse mettre en place un réseau et puis mutualiser cette logistique, parce que je trouve que c'est un frein. Aujourd'hui, on est sur, par exemple, on a une proposition sur des magasins qui auraient des produits comme ça bio, mais qui seraient des cases qu'on trouve dans les villages. Alors bon, on ne sait pas si c'est vraiment la solution, on n'en est pas sûr du tout, quoi. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des idées là-dessus, moi je suis preneur, mais voilà, notre problématique, elle est là et il faut qu'on trouve des solutions. Ouais, effectivement. Effectivement, merci Jean-Louis. Alors, moi là, je n'ai pas de solution tout de suite, mais vas-y Jean-Louis. Je crois que tu as relevé la main. Non, c'est que tu voulais la... Tu peux reprendre la parole, Jean-Louis, ou c'est... Voilà, ok. Merci. Oui, effectivement, la question de l'approvisionnement. Et puis bon, là, on parle beaucoup des circuits courts. Enfin, on a beaucoup parlé des circuits courts. Après, il y a aussi une initiative, on l'a cité très rapidement tout à l'heure, au niveau local, c'est Ova Bio, donc qui est plutôt destiné à fournir le marché de demi-gros, mais avec des produits locaux. Donc, c'est... je ne sais plus quel est leur statut, si c'est une association ou une... On va regarder ça. Donc en fait, ça regroupe des maraîchers qui s'organisent justement, qui mutualisent les moyens, les planifications de commandes pour approvisionner le demi-gros. Donc les magasins, les restaurations collectives, etc. Donc pour pouvoir répondre à cette demande de ces acteurs-là qui sont aussi de plus en plus demandeurs de fruits et légumes bio, les maraîchers se sont organisés sur une structure pour mieux planifier leur production et les ventes à destination de ce marché-là. Donc, pour le moment, ils sont au statut d'association, mais là, ils sont en train de réfléchir à changer de forme. Donc, on dit qu'analyse est fond. Sous forme de coopérative ou SAS. Ok. Donc, pour revenir du coup à comment se faire un avis, donc Philippe cite également les différents organismes territoriaux. Donc voilà, je ne sais pas si vous pensiez par exemple aux mairies, aux communautés de communes, à ce genre de structure. Oui, entre autres. Enfin, ce n'était pas forcément précis au niveau des organismes concernés. Mais... Dans cette recherche, on trouve pas mal d'informations. Il y a une conférence où j'ai suivi, je ne sais plus, je crois que c'est mardi, où on avait pas mal échangé aussi sur Internet. On trouve pas mal de choses dans ce domaine-là, mais je n'ai pas d'exemple plus précis. Okay. Mais bon, ça reste une bonne piste parce qu'effectivement, c'est les acteurs un peu phares. Voilà, si on veut parler de de démocratie alimentaire, ça implique aussi qu'on agit à un niveau territorial et du coup, forcément, ça va être des acteurs phares de ce point de vue-là. Alors ensuite, comment donner son avis? On va essayer d'accélérer un petit peu pour pas vous retenir trop après 20 heures. Il y a plein de choses à dire, donc c'est très intéressant, mais voilà. L'heure tourne malgré tout. Donc,
pour ce qui concerne donner son avis, donc Valentine, voilà, on en revient aussi aux collectivités notamment. Donc faire en sorte qu'elles se saisissent du sujet et propose aussi des outils informatiques pour que tous puissent donner leur avis et que ce soit centralisé. Donc ouais, c'est une bonne idée. Je pense que c'est quelque chose qui est en train d'émerger aussi. On voit des initiatives de démocratie participative, donc pas forcément sur l'aspect alimentaire, mais moi, sur ma commune, même la mairie a mis en place un petit peu un site où les citoyens peuvent donner leur avis. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ça prend ou pas, mais voilà, c'est des choses qui sont un petit peu en train d'émerger. Et effectivement, pourquoi pas mobiliser ce genre d'outils pour aussi savoir, enfin aussi porter des projets alimentaires de territoire sur les communes ou à différentes échelles. Voilà, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir sur donner son avis? Donc maintenant, il y a beaucoup de réseaux, de choses qui existent. Après, voilà, c'est donner son avis et qu'il soit entendu. Donc ça nous amène aussi un peu à la dernière question. Comment faciliter la prise en compte de l'avis du citoyen dans les projets de recherche? Donc on a mis cet exemple en premier puisque nous, c'est notre corps de métier, mais voilà, aussi dans les politiques publiques et plus largement. Donc plus de concertation, moins de liberté, oui, ou plus de contraintes pour les entreprises privées qui commercialisent de la bio. Alors qu'est-ce que, du coup, plus de concertation, ok, donc nous c'est aussi ce qu'on fait cette année depuis quelques temps maintenant avec l'initiative. On y reviendra un peu plus en détail après rapidement pour finir de vous la présenter. Et du coup, par rapport aux entreprises privées, Valentine, est-ce que tu veux développer un petit peu ton idée de vive voix? Oui, je veux bien. Alors, du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec, voilà, on en a déjà un petit peu parlé, mais tout ce qui va être les grandes entreprises, de l'industrie, etc., des lobbying qui vont se saisir du sujet de la bio, etc., et qui vont ouvrir des magasins qui sont, enfin, voilà, qui vont proposer des produits bio, mais qui viennent d'autres pays européens, voire même de l'autre bout du monde, qui parcourent des kilomètres, etc. Et donc, pour prendre en compte l'avis du citoyen dans ces projets-là, je pense que ça pourrait être une idée en fait d'imposer des mesures à ces entre guillemets magasins bio, comme peuvent le faire, j'imagine certaines AMAP, etc. Enfin après, je suis vraiment pas une experte du sujet, mais voilà, je pense que à partir du moment où on met l'étiquette bio et on vend le produit plus cher, ça revient enfin, ça rapporte de l'argent voilà, des grandes entreprises, des grandes sociétés, etc. Enfin voilà, qui sur des bases de communication, du coup, trompent encore une fois le consommateur, parce que le consommateur, il va se dire, bah, tiens, je vais acheter du bio, donc ça va être bon pour ma santé, bon pour l'environnement, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement et on est dans une société ultra-libéraliste. Et je pense qu'en fait, si on commençait par encadrer voilà, ces magasins qui se disent entre guillemets bio, ça pourrait être une première porte quoi, vers la prise en compte de la vie des citoyens. Alors, je pense que c'est pas près d'arriver, mais en tout cas, dans un monde idéal. Ouais, non, mais il faut aussi s'enlever les barrières. Dans ce genre de débat, c'est aussi en s'enlevant les barrières qu'on peut faire émerger finalement des idées qui sont intéressantes. Et du coup, ça me fait un peu penser aussi, alors c'est plutôt peut-être en notion avec se faire un avis, mais c'est vrai que les magasins ont aussi un rôle un peu de pédagogie auprès du consommateur finalement. Enfin, il y a le consommateur averti, donc je pense que autour du micro, là, on est un peu tous avertis, mais il y a aussi les consommateurs finalement qui n'ont pas tellement connaissance de tout ça. Et donc effectivement, les entreprises et les magasins ont aussi un rôle à jouer là-dessus. C'est vrai qu'il y a un magasin bio sur Clermont. J'avais discuté avec eux sur ah oui, la question des tomates et des fraises en hiver, voilà, l'éternelle question. Et du coup, donc avant, ils commercialisaient des tomates toute l'année parce qu'il y avait de la demande. Il y avait de la demande toute l'année. C'est un magasin bio, hein, que bio. Mais il y a des gens qui venaient dans ce magasin bio et qui achetaient des tomates. Ils en vendaient toute l'année. Donc voilà, comme ils en vendaient, ils en proposaient. Et puis un jour, ils se sont dit, mais c'est quand même assez idiot
Enfin, et du coup, certes, le consommateur demande, mais si on enlève les tomates et qu'on lui explique pourquoi on les enlève, eh ben, il n'est pas plus bête qu'un autre. Le consommateur est tout à fait capable de comprendre qu'on lui explique que les tomates en hiver, bah, c'est en bio, d'autant plus, c'est pas pertinent et que donc il n'y en aura pas dans le magasin sur une certaine période. Par contre, quand ce sera la saison des tomates plus ou moins locales, hein, voilà, je dis pas qu'on n'est que sur les tomates auvergnates, sinon ce sera peut-être un petit peu trop restreint pour eux. Mais voilà, ils ont fait le pari d'expliquer aux consommateurs par des visuels et puis aussi de vive voix. Et finalement, ils se rendent compte que ça marche très bien et que le consommateur s'adapte. Et ça, voilà, c'est aussi le rôle des entreprises et des magasins d'apporter de l'information aux consommateurs pour qu'ils puissent aussi comprendre et se faire un avis. Martine, je vois que vous levez la main. Allez-y. Oui, ben, je voulais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit lors de mon introduction. Dans le cadre du schéma de transition écologique économique de Clermont Métropole, hein, on est en train de mettre en place donc, des ateliers citoyens qui vont avoir lieu au mois de juin pour justement mettre en place des tables rondes sur le sujet de l'alimentation durable sur la métropole. Donc, ça va être l'occasion justement de réunir des élus, des experts, des citoyens, des associations pour en débattre. Voilà, donc ça va, la communication va être diffusée à partir de la semaine prochaine. D'accord. Et c'est Voilà, Alternativa non, qui est... en fait, c'est Clermont Métropole qui a défini un schéma de transition écologique et économique. Il y a 87 fiches actions dans ce schéma. Et Alternativa est juste l'association, si vous voulez, partenaire qui, pour mettre en place ces ateliers, quoi. Mais le but, c'est que tous les citoyens soient là. C'est pas. Oui. C'est des tables rondes pour qu'il y ait justement des débats, des échanges entre des gens qui sont concernés par sujet, que ce soit les élus, des experts, des associations et des citoyens lambda. Voilà. Oui, c'est souvent pas ça. Du tout l'initiative d'Alternativa, hein, c'est l'initiative de Clermont Métropole. On est juste là en appui, en partenariat pour mettre ça en place. Nous, notre rôle, ça va être de contacter justement toutes les associations. Donc, j'ai vu que vous étiez dans la liste, justement, vous allez recevoir, Jean-Louis aussi, je t'en avais parlé un petit peu, vous allez recevoir la semaine prochaine un premier mail de Clermont Métropole pour vous inviter à y participer. Ok, bah, super, merci beaucoup pour la présentation de cette initiative. Donc, on voit que les choses bougent quand même, donc c'est plutôt encourageant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un petit peu toutes les fiches actions du schéma de transition, du STI, ce qu'on appelle le STI maintenant par acronyme, là, le schéma de transition économique et écologique de Clermont Métropole, mais il y a beaucoup de choses qui sont liées justement à l'alimentation, faire une ceinture maraîchère, favoriser le bio, enfin, il y a beaucoup de choses, mais donc il faut que ça avance. Ouais. Et pour que ça avance, il faut que les associations, les citoyens soient derrière, parce que sinon... Effectivement, oui. Voilà. Moi, personnellement... Comment ? Effectivement, personnellement, je n'avais pas forcément connaissance en particulier de... Vous allez sur le site de Clermont Métropole et vous verrez, vous tapez schéma de transition écologique économique et vous verrez... Ok, on mettra le lien éventuellement. De toute façon, bon, vous aurez la communication, vous êtes dans la liste, vous aurez la communication. Là, on a l'info maintenant, donc merci. Effectivement, Martine, vous disiez l'enjeu, c'est d'impliquer tous les citoyens et pas seulement le citoyen averti. Donc, on voit bien que c'est difficile aussi de se faire connaître et d'impliquer les gens au-delà de nos réseaux ou des gens qui sont déjà sensibilisés. C'est aussi un point sensible, mais avec les exemples d'initiatives et d'expériences que vous avez partagées, on voit qu'il y a des choses quand même qui sont mises en place pour que tout le monde ait le même accès d'une part à l'information, mais aussi à une alimentation de qualité. Donc c'est plutôt bien. Et après, ce qu'on n'a pas précisé au niveau du pôle biomassif central, c'est que du coup, jusqu'au
aujourd'hui, et donc la mise en place de l'initiative Biomassif Central, donc là où on veut impliquer le citoyen, jusqu'à aujourd'hui, nos actions n'étaient pas forcément visibles du citoyen. En fait, voilà, on fait des projets plutôt pour le développement de l'agriculture bio, mais en travaillant plutôt avec comment dire, les structures de conseil, de recherche, d'enseignement, comme je le disais. C'est vrai que et les acteurs de l'aval, donc plutôt les coopératives. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas de lien direct avec le citoyen, et aujourd'hui on essaie de faire bouger un peu les choses aussi pour donc le sensibiliser à l'agriculture bio, à l'agriculture locale et notamment au territoire du Massif central, et aussi à l'importance de la recherche pour développer cette agriculture. Donc il y a toutes les initiatives dont on a parlé pour inviter à consommer bio de manière réfléchie aussi, hein, pas seulement consommer pour consommer, mais que les gens aient conscience de leur impact en tant que consommateurs, et aussi de savoir que finalement les agriculteurs, ils ont aussi besoin de pouvoir échanger entre eux, donc, et de pouvoir avoir des actions de recherche qui les aident à lever les problématiques techniques auxquelles ils peuvent faire face. Ok, bah super, merci, merci beaucoup. Donc du coup, nous, on va décanter un peu tout ça et puis s'en imprégner, s'en emparer et puis revenir un peu vers vous. Et du coup, je vais laisser Amélie conclure et puis peut-être préciser aussi ce qu'on va faire de tous ces échanges finalement. Bah, du coup, juste un petit peu avant justement de vous expliquer ce qu'on va faire de nos échanges, notamment on vous a posé la question de comment favoriser la vie du citoyen, comment le stimuler, l'informer. Et ben nous, du coup, on a mis en place 5 gestes pour essayer justement d'aider ce consommateur et ce citoyen à en apprendre un peu plus sur l'agriculture biologique du Massif central. Donc du coup, c'est d'abord le premier geste, donc c'est l'informer. Donc si vous allez sur le site de l'initiative, d'ailleurs, vous retrouvez ces 5 gestes. On a mis des petites explications à chaque fois par rapport à ces gestes, et donc vous avez des sites aussi à vous référer justement pour vous informer sur la bio. C'est aussi, donc le deuxième geste, c'est faire connaître l'initiative autour de vous. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va favoriser la démocratie alimentaire, et pour avoir plus de monde possible et fédérer du monde autour de l'agriculture bio, et du coup d'inciter un maximum de monde à débattre pour faire avancer les choses. Et c'est aussi du coup le troisième qui emmène au troisième geste, qui est de prendre la parole. Donc notamment, comme je l'ai dit précédemment, quand on organise par exemple ce webinaire, ou alors des ateliers ou des soirées débats. On a également un quatrième geste, un peu fun. On essaie de mettre en place des bio-challenges sur nos réseaux sociaux. Donc on vous invite à nous suivre et à relever nos petits défis. Par exemple, cette année, on va remettre une deuxième édition de Passe la Bio. Donc le principe, c'est de lancer une balle. Et donc, avec notamment notre ambassadrice, Jessie Trémouillard, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est en fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas Jessie Trémouillard, qui est agricultrice bio en Haute-Loire, mais également qui est joueuse internationale du 15 de France, donc qui nous suit depuis l'an dernier. Ça fait un an. Ça fait un an que c'est notre ambassadrice. Donc voilà, vous pouvez relever un petit challenge avec elle de temps en temps. On va vous lancer des petits défis. Et ensuite, on a le cinquième geste, qui est de soutenir par le don du coup les actions en faveur de la recherche pour développer cette bio et soutenir des agriculteurs du Massif central. Et donc du coup, l'ensemble de ces résultats, on va s'en servir notamment dans le cadre de notre phase de concertation qu'on a actuellement. Et donc du coup, vous pourrez retrouver ces résultats sur notre site internet biomassifcentrale.org. Donc voilà, on vous invite à nous suivre. Je me trompe d'écran. Donc on vous invite à nous suivre et on espère vous retrouver très bientôt. On espère en présentiel. Oui, avec plaisir.
parce que ça manque un peu. Ouais. Et effectivement, la phase de concertation qu'on a lancée, c'est quelle agriculture bio à l'horizon 2030. Et du coup, la phase de concertation là se fait sur 2020-2021. Et c'est un peu pour nous donner les orientations de nos futurs projets de recherche à partir de 2022. En fait, on prendra en compte, voilà, c'est une habitude de travail qu'on a quand on met en place des projets de recherche. Donc, pour répondre aux besoins des consommateurs, historiquement, on part d'abord des besoins du terrain en faisant des concertations avec nos partenaires. Et c'est vrai depuis cette année, on a voulu aussi impliquer et faire entendre la voix des citoyens. Et donc voilà, c'est vrai qu'à travers ce que pourront exprimer les citoyens, on pourra aborder aussi d'autres thématiques importantes dans nos projets de recherche pour le développement d'une agriculture biologique, locale et durable sur le Massif central. Voilà, donc merci à tous pour votre participation active du coup à ce webinaire. On espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à rouvrir vos micros si vous souhaitez dire un petit mot ou si vous avez quelque chose à ajouter. Bien, merci à tous pour ces informations et puis à bientôt. À très bientôt, merci Jean-Louis. Ouais, merci beaucoup pour toute cette conférence. C'était vraiment, enfin moi j'ai appris plein de choses, c'était très intéressant et c'est aussi vachement intéressant de discuter avec des gens qui sont pas forcément très impliqués dans le bio ou plutôt des consommateurs. Donc vraiment merci pour tout et j'ai très hâte de vous voir pour la première fois en vrai cette fois-ci. Oui. Merci pour l'organisation aussi en amont, Valentine, et pour nous avoir donné cette place dans la foire pollen virtuelle. Oui, pas de souci. Ben, de toute façon, merci aussi à Aurélie d'avoir participé aux commissions pour mettre tout ça sur pied. Il ne faut pas oublier que c'est un travail collectif et que voilà, on a fait ça tous ensemble et c'est ce qui est super intéressant dans ce projet aussi. Merci. Merci à vous aussi. C'est aussi vous qui avez rendu les débats intéressants et effectivement les profils variés des uns et des autres. Enfin voilà, c'est aussi un bel exemple de démocratie où on avait de tous les profils et des expériences variées et chacun avait son mot à dire. Donc c'est très bien. Merci à tous.